Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer. Merci. Puisque nous avons effectivement 2 points à l'ordre du jour de cette commission. Mais je voudrais d'abord, bien entendu, remercier Madame la commissaire Vassiliou d'être parmi nous ce soir pour répondre aux questions culture et Europe, si je puis dire. Et je suis ravie que nous fassions une co-gestion de cette commission et de ce travail avec Patrick Bloch, montrant à quel point les habitudes que nous avons prises de plus en plus de faire du travail commun, les commissions ensemble, pour traiter des sujets qui ont forcément des rapports avec l'Europe, nous permettent d'avoir une réflexion plus vaste. Alors, Madame la Commissaire, bien entendu, nous sommes particulièrement heureux parce que votre engagement au service de l'Europe et de la diversité culturelle et de l'éducation sont des sujets majeurs pour l'avenir de l'Union. Vous savez bien que le président Hollande a fait de la jeunesse un de ses thèmes fondamentaux et que de ce point de vue-là, vos réflexions sont au cœur des nôtres, si je puis dire. Alors, je vais me permettre de citer un de nos pères fondateurs, Jean Monnet, auquel on attribuait un propos qui était « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». Donc, nous pouvons nous appuyer sur Jean Monnet pour se dire que les sujets qui se traitent ainsi au niveau de la Commission européenne sont des sujets fondamentaux. Et nous avons 2 rapporteurs à l'heure actuelle sur un point précis, Marietta Karamanli qui est ici et Rudy Salge qui, je pense, ne va pas tarder. Ils ont été chargés par notre commission d'un rapport sur le financement européen du cinéma, qui a déjà fait l'objet d'un premier rapport d'étape. Et par ailleurs, notre collègue Sandrine Doucet, j'espère qu'elle va arriver aussi, elle est chargée d'un rapport sur la démocratisation d'Erasmus, puisque Erasmus a été beaucoup menacé et que nous l'avons beaucoup défendu, qui a fait l'objet là aussi d'un rapport d'étape le 13 novembre dernier. Et nous sommes toujours dans les incertitudes liées à la pérennité de son financement. Si vous pouvez nous rassurer dans ce domaine, déjà, ce serait formidable. Et nous avons fait d'ailleurs à ce propos une proposition de résolution. Donc ils vous poseront les questions sur leur sujet, n'en doutez pas. Mais à l'heure où la crise économique suscite nombre d'inquiétudes et remise en cause du projet européen, nous avons toujours peur que la culture soit la première victime, de l'austérité en particulier. Et il nous semble que c'est pourtant le lien essentiel qui unit l'entièreté des peuples européens dans le respect de la diversité et des différences. Vous avez montré à plusieurs reprises, et je vous en remercie, et je vais citer pour mes collègues un seul exemple que vous connaissez peut-être, les uns et les autres, chers collègues, le fait que vous avez défendu la culture populaire à travers le rock européen. Alors moi qui étais une ancienne rockeuse, j'en suis très fière. Et de ce point de vue-là, vous avez aussi rajouté que le rock, il pouvait se faire non seulement en anglais, mais dans toutes les langues. Et je rajouterai donc y compris les langues régionales. Car si c'est un débat tranché au niveau de l'Europe, les langues régionales, ça n'est toujours pas un débat tranché au niveau national. Donc j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel, si je puis dire, sur ces sujets-là. Bien entendu, donc, c'est toute cette diversité qui fait la richesse de la construction de cette Europe des cultures et cette Europe donc des peuples qui est à travers les cultures. L'éducation est bien entendu un sujet central, dimension fondamentale d'une identité pérenne, et vous avez évoqué le fait que les enfants devraient apprendre les langues suffisamment tôt pour pouvoir en posséder, si je me souviens bien, 2 en plus de la leur. Alors en France, ça fait totalement rêver. Ça, si Patrick Bloch dit le contraire, parce qu'en général, les Français ne sont pas mauvais en français, avec un peu de français, et éventuellement encore un peu de français. Après, ils ont un peu de mal. Donc, si on peut, parce que l'éducation prend ce sujet fort tôt, si on peut améliorer les choses, ce sera tout à fait bienvenu. Et donc, avec Michel Barnier, que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises, vous faites partie de ceux qui ont défendu le secteur audiovisuel, le mandat de négociation de la Commission dans le projet de l'accord de libre-échange, Union, États-Unis. Et c'est une question, c'est un souci que nous avons aujourd'hui dans ce mandat-là, dans cette négociation-là. Est-ce que, effectivement, la diversité, la richesse de la culture européenne vont être suffisamment reconnues, pour être protégées bien sûr, mais pour être aussi valorisées. Et quelles sont les prochaines initiatives que vous allez prendre pour défendre cette diversité culturelle. Enfin, j'en aurai fini avec ma petite introduction. Sur le sujet cinéma, l'ensemble des acteurs de la filière s'inquiètent de la refonte de la communication de la Commission qui autorise les aides des États dans ce secteur. Qu'en est-il à votre avis? Ont-ils raison ou non de s'inquiéter? Enfin, quel type d'action préconisez-vous dans ce domaine afin de développer un cinéma européen
dans toute sa diversité. Je me permets de rappeler au rapporteur que le court-métrage en fait largement partie, et sa variété du côté du cinéma commercial, certes, mais aussi du côté du cinéma d'auteur, du documentaire, de l'animation, et je l'ai dit tout à l'heure, du court-métrage. Je vous remercie, et je passe la parole à Patrick Bloch pour que nous complétions nos introductions. Chère Présidente, cher Daniel Auroi, vous avez déjà été très complète dans votre introduction. Je m'associe naturellement à vous au nom des membres de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation ici présents pour saluer Madame la commissaire Vassiliou et lui souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale française. Le fait que nos deux commissions soient réunies pour vous auditionner, Madame la commissaire, témoigne évidemment de l'importance et de l'intérêt que représente la délégation d'ailleurs qui recouvre largement les secteurs d'intervention de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, puisqu'on parle culture, on parle médias, on parle aussi éducation, enseignement supérieur, recherche, mais aussi sport, jeunesse et vie associative. De ce fait, nous sortons à l'instant d'un vote qui, dans l'hémicycle, nous a permis de nous prononcer sur un projet de loi de refondation de l'école. Et quelle qui a été l'expression, si j'ose dire, de nos positions sur ce texte, l'éducation a été au cœur de notre travail en tant que commission. Et en ce domaine, la Commission européenne attache évidemment beaucoup d'importance à la promotion d'objectifs européens dans le domaine de l'éducation. Et nous serons évidemment très heureux de vous entendre sur ce sujet. Je souris d'ailleurs en entendant évoquer la question du multilinguisme, parce que c'est une question qui nous a beaucoup occupés, moins d'ailleurs sur la question des langues dites étrangères, principalement européennes, dont l'apprentissage en France mériterait des efforts encore plus soutenus que les langues régionales, mais c'est un sujet que vous connaissez également. Enfin, la culture, bien sûr, puisque nous voulons toujours le pays de l'exception culturelle, même si il est sans doute plus moderne de parler de diversité culturelle, que nous attendons avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs les résultats d'une mission qui a été confiée par le gouvernement à Pierre Lescure sur un nouvel acte de l'exception culturelle qui prenne en compte les enjeux de la société numérique. Et en l'occurrence, la Commission européenne ainsi que le Parlement européen ont beaucoup apporté en termes de réflexion, mais aussi en termes de régulation en ce domaine, puisque nous avons été amenés ces dernières années à transposer nombre de directives communautaires liées directement aux enjeux numériques. Daniel Auroi a déjà exprimé quelques sujets qui nous interpellent et dont on voudrait qu'ils ne nous soucient pas, notamment concernant la copie privée, qui a tout notre intérêt et sur lequel vous travaillez, nous le savons, mais également sur le financement du cinéma et de la production audiovisuelle, puisque nous considérons que nous avons pu préserver un cinéma national en France, que beaucoup nous envient, à travers un financement pérenne qui a l'avantage, et le principal avantage, de ne pas solliciter directement le budget de l'État. Et puis, il y a évidemment un autre sujet qui nous intéresse aussi, qui concerne évidemment les médias. Là aussi, la Commission européenne a fait œuvre de travail utile et nous avons transféré nombre de directives dites télévision sans frontières. Mais c'est vrai que les enjeux du financement de l'audiovisuel, surtout à l'heure de la télévision connectée, amènent à ce que nous puissions faire œuvre utile afin que la diversité culturelle à laquelle nous sommes, tout comme vous, si attachés, puisse perdurer puisqu'elle est au cœur du projet européen. Merci beaucoup pour votre accueil. Et je voudrais remercier Madame Auroi et Monsieur Bloch pour l'invitation. Je suis très heureuse d'échanger avec vous, sur les principaux sujets qui sont en discussion au niveau européen
en matière d'éducation, de jeunesse et de la culture. Avec votre permission, je vais continuer en anglais. I will start with Je vais commencer education. par l'éducation. I would like to say that Je voudrais dire the crisis which que la started crise several years qui a ago commencé il y a quelques années brought to the surface a the need fait apparaître le particular attention besoin d'attacher une education importance toute particulière à and the l'éducation that we're going et to aux provide our young compétences people with in order que to nous allons enable donner them à nos jeunes to afin have a fulfilling de leur life permettre d'avoir to find une vie employment and épanouie, stay de in trouver employment. un emploi And et de I would rester say dans that l'emploi. Et je for dirais the first time que pour la première in fois, the European agenda for dans strategy for le programme Europe européen d'une 2020, stratégie pour l'Europe education has a en very 2020, central part. l'éducation est au We cœur du decided dispositif. to, Nous avons put only décidé 5 targets de for Europe fixer 2020, 5 objectifs and pour among l'Europe en those 2020. 5 targets, Parmi les 5 one objectifs, is l'un d'eux education. concerne It's l'éducation. a twin target. Il On the s'agit one hand, d'un we want objectif to reduce jumelé. the percentage of D'une people part, nous voulons who réduire la leave proportion school very early de without jeunes qui getting quittent any l'école skills. sans And qualification it is, in some et countries, qui, up to dans certains 38%. pays, concerne 38% de la jeunesse, Huge problem. ce qui est un problème One in majeur. 7, Un the average. jeune sur 7. And on the other hand, Et we want to par increase ailleurs, nous voulons the percentage of augmenter people of la age proportion 65 de jeunes who are âgés de 30 à 35 ans tertiary education graduates, qui higher sont education graduates, issus de including, l'enseignement of course, supérieur, graduates y compris bien from sûr vocationalism. les diplômés de la formation So, professionnelle. We have to, Donc, we had to face these nous major challenges. avons été confrontés à plusieurs défis, l'illettrisme qui amène à l'échec scolaire Skills et crisis. le déficit de compétences. Car je dois vous dire que même avec le taux de chômage particulièrement élevé parmi les jeunes, qui dans certains cas 57%, atteint 57%, more than 1 in 2, plus d'un sur deux de nos jeunes, néanmoins, 2 million nous avons unfilled environ 2 millions de postes non pourvus. Pourquoi? jobs need Parce que ces emplois font appel à des compétences que nous n'apportons pas, ICT. notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Our aim is Donc, first, notre but, tout how to d'abord, face this high est unemployment, comment but at the aborder same time, le the problème du short-term chômage élevé, long-term, mais aussi à court et à long terme, provide comment our young people with apporter à nos jeunes les compétences pour l'avenir. according to our studies, Selon nos études, 35% des nouveaux emplois qui seront créés will à court terme high skills. exigeront un niveau de compétence élevé. Et à présent, seuls 26% de notre main-d'œuvre possède ces compétences. Donc, il faut que nous travaillions beaucoup afin d'apporter à nos jeunes les compétences qui sont requises. And I would say that Et the cost je dirais of poor que education le coût is d'une mauvaise formation est un coût auquel l'Europe ne peut plus faire we face. consider investment Nous, in education nous pensons que l'investissement dans l'éducation growth, est promoting investment, un investissement qui promeut la croissance et même dans les pays promoting où nous mettons en œuvre des mesures d'austérité, nous encourageons les États membres, les gouvernements to cut à ne pas investment in education. réduire l'investissement dans l'éducation, Running the risk of car losing nous encourons alors le risque de perdre une génération. So, what do we do? Donc, que faire? One of my first initiatives L'une de mes after premières the initiatives adoption of the Europe après l'adoption de la stratégie Europe 2020 a été mon initiative concernant la modernisation de la formation de l'enseignement supérieur. Et j'ai nommé un groupe à haut niveau
présidée par l'ancien président d'Irlande, Madame McAllis, et auquel un membre français est associé, Monsieur Berger, et ils ont la charge d'examiner deux questions. Tout d'abord, comment promouvoir l'excellence dans l'enseignement et les études, et ils vont soumettre leurs recommandations au mois de juin 2013. Et la deuxième question est de savoir comment nous faisons évoluer, comment nous appliquons la technologie moderne dans l'enseignement supérieur. Cela sera fait l'année prochaine. En ce qui concerne les nouvelles technologies, et c'est très important, avec mes collègues commissaires, le vice-président Kroes, très prochainement, nous allons adopter une nouvelle initiative visant à ouvrir l'enseignement aux nouvelles technologies, car nous avons besoin de nouvelles technologies à la fois pour améliorer la méthode d'enseignement, mais aussi pour utiliser des ressources modernes et permettre à davantage de jeunes de participer à l'enseignement supérieur. Nous parlons de l'équité dans l'éducation, et lorsque nous parlons de l'équité, nous devons donner la possibilité aux handicapés, aux personnes vivant dans des régions éloignées, ou à ceux qui appartiennent à des couches peu privilégiées, à participer à l'enseignement supérieur. Et malheureusement, nos établissements d'enseignement supérieur, à l'heure actuelle, ne peuvent pas faire face à cette demande, et en ouvrant l'enseignement aux nouvelles technologies, nous avons la certitude de pouvoir donner la possibilité à davantage de personnes de participer. Et l'autre question concerne la formation et l'enseignement professionnel. Nous savons par expérience que dans les pays tels l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, où le système d'apprentissage a été mis en place, le chômage est faible. Donc, nous arrivons à un accord avec les États membres et nous allons adopter l'Alliance pour l'apprentissage pour améliorer la qualité et la disponibilité de travail d'enseignement basé sur l'emploi. Nous allons collaborer avec les salariés, les employeurs pour étoffer cette coopération et pour apporter à nos jeunes des formations d'apprentissage de qualité. Naturellement, l'investissement dans l'éducation est très important. Comme je l'ai dit auparavant, dans notre semestre européen, je pense que vous connaissez ce terme, tous les 6 mois, nous avons un semestre européen où nous indiquons aux États membres dans quel domaine ils manifestent des faiblesses. Et nous avons des recommandations qui ciblent des pays précis sur les 5 objectifs que nous avons adoptés pour la stratégie Europe 2020. Et je dois vous dire que lors du dernier semestre européen, tous les États membres, à l'exception d'un État, ont eu une recommandation concernant l'éducation. Par exemple, dans le cas de la France, il y a une recommandation pour le besoin de créer davantage d'apprentissage. Et lorsque j'ai eu un entretien avec le ministre Payon lors de ma dernière visite, il était très reconnaissant car en fait cela lui a donné une bonne base de travail pour créer justement des apprentissages de qualité en France. Donc, nous avons besoin de davantage d'investissements et en Europe, il faut mener par l'exemple. Donc, dans le NFF, la proposition de la Commission concernant l'éducation a été que puisque nous accordons une si grande importance à l'éducation, il fallait que cela soit accompagné par des budgets
appropriée. Donc nous avons proposé une augmentation de 70% pour l'éducation, la formation et la jeunesse. Alors ensuite, il y a eu la décision, bien sûr, du Conseil européen qui, de manière générale, réduit les budgets et, naturellement, ils ont réduit notre budget, le budget que nous avions demandé pour l'éducation et la jeunesse, mais c'est le programme qui est parvenu à conserver la plus grande augmentation. Donc, au lieu de 70%, nous avons une augmentation de 40% pour nos programmes. Alors, il faut que je vous parle un peu de notre nouveau programme concernant Erasmus pour tous. Que veut dire Erasmus pour tous? Lorsqu'Erasmus a été créé il y a 25 ans, c'était une nouveauté. C'était même une révolution. Aujourd'hui, chaque année, 250 000 jeunes bénéficient d'Erasmus, bénéficient de la mobilité, d'une expérience à l'étranger, ce qui renforce leurs compétences transversales dont ils ont besoin et qui sont particulièrement appréciées des employeurs. Quelles sont les compétences? L'apprentissage d'une langue étrangère, la familiarisation avec une autre culture, le fait de prendre des décisions par eux-mêmes, la capacité de s'adapter à de nouvelles conditions, de travailler en équipe. Tout ça, ce sont des compétences transversales qu'ils ne pourraient pas obtenir dans le cadre d'éducation formelle. Cela, ils l'obtiennent par la mobilité, par de nouvelles expériences. Et donc, nous voulions que ce programme Erasmus soit étendu à davantage de catégories de jeunes. Et bien sûr, la simplification a été l'un des critères de l'architecture de notre nouveau programme. Selon les programmes actuels, nous avons 7 programmes différents. Nous avons Comenius, nous avons Leonardo, nous avons Erasmus, Grundtvig. Socrate, c'est un peu ancien. On a eu Socrate. Et ensuite, nous avons les programmes internationaux, Tempus, Erasmus Mundus. Donc, bon, tout ça est très compliqué pour les bénéficiaires. Donc, il faut absolument simplifier. Donc, la nouvelle architecture du programme est un programme global avec 3 actions simples. La mobilité, les partenariats entre les institutions, les partenariats entre les organisations de jeunesse et le soutien aux politiques. Nous demandons aux États membres d'adopter des politiques de modernisation de l'enseignement supérieur contre l'illettrisme. Il faut que nous les soutenions pour vraiment être efficaces dans ces politiques. Donc 3 actions. Et qu'il s'agisse d'écoles secondaires, d'écoles primaires, ou qu'ils soient étudiants, ou qu'ils soient des travailleurs qui veulent travailler pour avoir une expérience, tous ces jeunes auront la possibilité de bénéficier du programme Erasmus pour tous. Et naturellement, nous donnons la priorité à ceux qui n'ont pas cette possibilité tout seuls, qui appartiennent aux catégories modestes, car nous voulons étendre cette expérience à toutes les catégories de jeunes. Et naturellement, dans l'apprentissage formel, c'est très important. Donc, nous voulons lier l'éducation formelle à l'apprentissage informel. Donc, pour nous, la jeunesse en action aujourd'hui concerne les jeunes, qui concerne l'évolution de la jeunesse ou qui concerne le travail de bénévolat à l'étranger. Tout cela sera maintenu et ils seront bénéficiaires selon le nouveau programme Erasmus.
Nous avons actuellement 3 nouveautés dans le nouveau programme. L'une des caractéristiques aujourd'hui du monde dans lequel on vit est la crise de compétences. J'en ai déjà parlé. Nous avons d'un côté le chômage et de l'autre côté, nous avons des postes non pourvus et qui ne peuvent pas être pourvus. Cela nous montre qu'il existe un fossé entre ce qui est appris aux jeunes et ce qui est demandé par le monde du travail. Il faut donc rapprocher ces deux côtés, le monde de l'enseignement et le monde du travail. Donc, sous le nouveau programme, nous allons créer des soi-disant alliances de connaissances. Ce seront des partenariats structurés entre des instituts d'enseignement et des entreprises. Cela leur permettra de travailler de manière plus rapprochée et de définir des cursus et des formations. Il y aura également des alliances sectorielles qui auront des structures semblables entre donc des centres de formation professionnelle et des entreprises. C'est une des nouveautés. Une autre nouveauté est l'internalisation d'Erasmus. J'ai parlé d'Erasmus Mundus, Tempus et d'autres. Tous ces programmes vont être compris sous Erasmus pour tous. Nous allons également étendre Erasmus au monde entier. Cela veut dire qu'un étudiant français pourra participer à Erasmus, obtenir un soutien à Erasmus, afin d'aller, par exemple, en Égypte ou encore en Chine. Il y aura également une possibilité pour des pays du voisinage, notamment des pays, particulièrement des pays du sud de la Méditerranée et de l'Europe de l'Est. Cela permettra aux jeunes de ces régions de venir en Europe et aussi à des étudiants européens d'y aller. De cette manière, nous allons renforcer et augmenter les liens avec ces pays. Et enfin, nous allons voir un nouveau programme, un programme innovant. C'est un programme qui, malheureusement, n'a pas été très bien compris jusqu'à présent. C'est un programme qui est un programme de garantie de prêts étudiants. Comme vous le savez, les masters sont très appréciés par les étudiants, par les universités, ainsi que par les entreprises. Mais nous n'avons aucun programme à l'heure actuelle qui permettrait aux étudiants en master de recevoir de l'aide. Nous avons donc une proposition, nous avons formulé une proposition, nous ne pouvons pas faire de bourses, créer des bourses pour les masters puisque cela coûterait très cher, mais nous voudrions tout de même permettre aux étudiants et tout particulièrement aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'obtenir un prêt du Fonds d'investissement européen qui par ailleurs travaillera avec des banques dans différents États membres. Nous porterions garant à ces prêts. De cette manière, cette facilité d'investissement serait accompagnée d'un grand nombre de garanties sociales. Par exemple, il y aurait un plafond de dette pour les étudiants. Donc un étudiant ne pourrait pas dépasser 12 000 € de dette pour un cursus d'1 an et 18 000 € pour un cursus de 2 ans, donc un master de 2 ans. Il y aurait des taux d'intérêt très faibles. Il y aurait une période d'1 an après la fin de la formation, avant de trouver un emploi où l'étudiant n'aura pas à commencer à rembourser. Et aussi des garanties pour que l'institution financière qui fournit le prêt ne demandera pas de garantie supplémentaire de l'étudiant ou des parents de l'étudiant. C'est de cette manière que l'on espère fournir à des étudiants qui n'en ont pas la possibilité l'opportunité de suivre un master complet.
Aujourd'hui, nous faisons également face à une situation particulière. Nous sommes dans le cadre d'un trialogue. Et bien sûr, vous savez, ceux d'entre vous qui ont participé au Parlement européen connaissez bien ce que c'est qu'un trialogue. Nous avons actuellement un accord partiel au sein du Conseil pour Erasmus pour tous. Nous avons également un rapport du comité du Parlement, du comité culture du Parlement. Aujourd'hui, ils sont en réunion avec la Commission afin d'essayer de résoudre les différences entre les différentes institutions. Je vais vous décrire en bref ces différences. J'ai suggéré le nom Erasmus pour tous puisque ce nom est facile à reconnaître. Tout le monde connaît déjà le programme Erasmus et la notion du programme Erasmus est liée à la mobilité et à l'Europe. Étant donné que nous sommes en train d'étendre la possibilité de mobilité à un grand nombre de jeunes de toute situation économique, nous voulions l'appeler Erasmus pour tous. Malheureusement, la présidente du comité culture du Parlement européen, de la commission culture du Parlement européen, n'a pas apprécié ce nom et a proposé un autre nom. Ce nom serait Yes Europe, donc oui Europe. Yes veut dire youth, jeunesse, éducation et jeunesse et formation. Tout cela est difficile à traduire puisque le sens serait différent dans chaque langue, alors que Erasmus est déjà très connu. C'est pour cela que j'aimerais déjà remercier le ministre Fioraso, puisqu'elle a montré de l'initiative et, avec 7 autres ministres, a envoyé une lettre au président Schulz du Parlement européen. Les ministres lui ont dit très clairement que la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et un grand nombre d'autres États membres n'aiment pas ce titre de Yes Europe et préféreraient garder Erasmus pour tous. L'autre défi auquel nous faisons face au sein du Parlement est que Mme Pack voudrait revenir au statu quo. Elle voudrait remettre en place l'ensemble des noms des programmes, ce qui est justement ce qu'on voulait éviter en simplifiant. Comme je l'ai dit, il est très difficile aux bénéficiaires de comprendre quel est le programme pour eux. En ayant un seul programme, ce problème est résolu. Madame Pack voudrait garder Comenius, Leonardo, Grundtvig et ainsi de suite. Et c'est un problème majeur. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir une souplesse. Il faut montrer de la souplesse. Pendant cette crise du chômage, nous voulions aider les jeunes chômeurs, leur fournir un accès à plus d'apprentissage, plus de formation. Et nous voulions obtenir la possibilité de transférer des fonds non utilisés vers d'autres usages, pour aider ces jeunes. Ça a été la même situation lors du printemps arabe. Nous voulions aider les jeunes gens des pays de l'Afrique du Nord, mais encore une fois, nous ne pouvions pas y mettre les crédits nécessaires puisque nous n'avions pas cette souplesse. Aujourd'hui, 82% du budget est préattribué. Nous estimons que ce n'est pas bien, qu'il faudrait avoir plus de souplesse. Bien sûr, chaque année, notre programme de travail été examiné et approuvé par le Parlement. Le Parlement a toujours son mot à dire. Mais, encore une fois, Mme Pack a voulu rester avec le statu quo et a dit que non, nous insistons que 23% soient préalloués. Donc la souplesse, mesdames et messieurs, est extrêmement importante. On parle d'un budget sur 7 ans. Personne ne sait ce qui arrivera en 2019 ou en 2020. Donc si les fonds sont déjà attribués à l'avance, nous ne pourrons pas aider ceux qui auront besoin de notre aide à l'avenir.
Voilà donc une description des défis auxquels nous faisons face au Parlement. Enfin, je voulais parler du U-Multirank. C'est un système de critères universitaires. Nous en avons parlé avec les présidents français. Je n'étais pas à l'époque commissaire pour l'éducation, mais nous en avons parlé pendant la présidence française. Mais ce système d'indexation d'université est important. Il doit être lié également à la recherche, également au nombre de lauréats du prix Nobel qui travaillent là-bas, au nombre de publications, mais d'autres facteurs encore sont importants. Ce sont des facteurs importants non seulement pour nos universités, mais également pour les étudiants. La qualité de l'enseignement et la qualité de l'apprentissage sont des facteurs extrêmement importants pour nos jeunes gens, pour nos étudiants. Le niveau d'activité de l'université est au sein des régions. Quels sont les liens entre l'université et la région où elle est implantée? À quel niveau y a-t-il un partage de connaissances? Il y a nombre de facteurs supplémentaires, mais également importants. Nous avons donc lancé une étude qui a démontré qu'effectivement, ce système d'indexation multidimensionnel est important. Nous avons proposé un consortium qui gérera ces évaluations d'université et nous sommes en train de demander aux universités de s'inscrire. Afin d'être crédible, il faut déjà commencer avec au moins 500 universités à travers l'ensemble de l'Europe. Nous espérons également voir la participation des universités françaises, notamment celles qui ont participé au projet pilote et à l'étude. Nous espérons également publier cette première liste d'universités, cette liste multidimensionnelle, en 2014. Cet effort va de pair avec le programme CERES, la liste CERES, qui sera préparée par la France. En effet, le recueil de données sera fait au niveau national pour les universités. Ces données seront ensuite transmises à l'Union européenne afin de créer une liste européenne. Je ne vais pas parler de l'horizon 2020, de l'EMT et de Marie Curie, puisque je pourrais manquer de temps. Je vais parler par contre de Creative Europe, Europe créatrice. Actuellement, nous avons deux programmes pour la culture. Nous avons le programme pour la culture et le programme pour les médias. Culture est un programme qui est présent pour aider les professionnels de la culture à développer des projets multinationaux. Le but de la culture est de permettre aux professionnels de la culture de travailler ensemble afin de mieux comprendre la diversité culturelle des uns et des autres et de mieux travailler ensemble. C'est pour cela que l'ensemble des projets qui obtiennent notre soutien doivent représenter une coopération entre au moins trois organismes différents venant d'au moins 3 pays différents, 3 États membres différents. Et d'après ce que j'ai vu, ce programme a été une grande réussite. Bien sûr, nous avons aussi octroyé des prix, par exemple un prix littéraire. C'est un prix important puisque ce prix est donné aux meilleurs écrivains de chaque pays. Cette nouvelle œuvre, ce nouveau livre, est ensuite traduit avec notre soutien et traduit vers un grand nombre de langues, ce qui permet ensuite à l'ensemble des Européens de mieux se familiariser avec la culture des autres Européens.
Nous avons aussi le prix Europa Nostra pour la culture. La France participe à ce prix. Nous avons le programme des capitales culturelles de l'Europe. Cette année, Marseille est l'une des deux capitales. Tout cela est possible grâce au programme culturel. Il y a également le programme pour les médias. Nous avons un soutien pour les médias, pour le cinéma et la télévision. À l'avenir, sous le nouveau programme, il y aura encore plus de soutien, notamment pour la télévision. Le but du programme pour les médias est de permettre aux entreprises audiovisuelles européennes de développer des films. C'est justement le stade du développement qui est le stade le plus difficile. Et aussi de faciliter la distribution de ces films en dehors du pays de production. Par exemple, un pays produit en France, réalisé en France, pourrait obtenir un soutien financier pour faciliter sa distribution en dehors de la France. Cela permettra par exemple de financer le sous-titrage, le doublage ou même la publicité pour faire connaître ce film. Et par ailleurs, bien sûr, nous soutenons également la formation des professionnels de l'industrie du cinéma. Nous allons continuer à le faire et nous espérons avec un budget renforcé à l'avenir. Il y a également un élément clé dans le programme Europe créatrice, Creative Europe. Il y a 3 ans, nous avons publié un livre vert sur le domaine, un livre vert qui a suscité beaucoup d'attention. Nous avons constaté que l'un des défis majeurs et l'une des demandes principales des PME dans le domaine de la culture et de la création était un manque d'accès au crédit. Ces petites entreprises, cette petite industrie de la création n'a aucune garantie à fournir à la banque pour obtenir un prêt. Si ces entreprises n'ont pas accès au crédit, elles ne peuvent pas s'agrandir. Nous avons donc décidé, comme nous l'avons fait, comme je l'ai évoqué, pour les prêts étudiants, nous allons faire la même chose pour les PME du domaine de la culture. Grâce à notre garantie, nous allons leur permettre d'avoir accès à des prêts. Cela leur permettra donc de produire et de se développer et de créer aussi des nouveaux modèles. Donc c'est essentiellement ce que nous faisons au sein du programme Creative Europe. Je sais que M. Bloch était très curieux de mieux connaître notre politique sur le multilinguisme. C'est bien sûr l'un des éléments clés de l'Union européenne. Hier soir, j'ai participé à une réunion et à un débat sur ce sujet. Nous entendons aujourd'hui certains s'élever et demander pourquoi dépenser autant pour avoir 23, peut-être à l'avenir 24, 25 langues. Pourquoi ne pas simplement adopter une seule langue, l'anglais, une langue de travail? Mais il faut soutenir ces langues, ça en vaut la peine, puisque cela fait partie intégrante de notre diversité linguistique, notre diversité culturelle est mentionnée explicitement dans les traités. Et selon les traités, nous avons un devoir de soutenir et de promouvoir la diversité culturelle autant que linguistique. Donc, mon point de vue, ma position est très claire. La diversité linguistique devrait être maintenue. Et bien sûr, je veux également promouvoir et je vais moi-même adopter l'an prochain un benchmark, un seuil sur l'apprentissage des langues étrangères. La politique adoptée il y a quelques années par les ministres de l'Éducation, selon laquelle il fallait apprendre 2 langues étrangères,
est aussi vraie aujourd'hui que par le passé, d'ailleurs encore plus pertinente aujourd'hui, je pense. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis prêt à répondre à vos questions. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà 7 inscrits. Je propose que nous alternions pour passer la parole avec Madame Bouillet qui a remplacé Patrick Bloch qui était obligé de partir. Je me permets de commencer parce qu'il y a des rapporteurs dans notre commission et donc je vais commencer par Marietta Karamanli. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je salue encore une nouvelle fois l'initiative des 2 commissions de nous réunir autour de vous, Madame la Commissaire, et ravie de vous retrouver pour la première fois dans cette commission. Je profite donc de votre présence, bien sûr, pour vous interroger aussi sur le rapport sur lequel nous travaillons actuellement, et qui soulève beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes autour de l'exception culturelle et du cinéma. Après, donc, bien sûr, l'annonce de l'ouverture des prochaines négociations commerciales avec les États-Unis, qui pourraient notamment inclure donc, le secteur audiovisuel, la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, considère que l'exception culturelle est menacée et appelle donc l'Union européenne en son maintien. Donc, nous souhaitons donc avoir votre position en tant que commissaire européenne à la culture sur cet enjeu fondamental. Et pensez-vous qu'il existe une exception culturelle européenne globale? Deuxième élément, puisque vous avez abordé la question des crédits. Dans le cadre budgétaire pluriannuel de l'Union, c'est la rubrique sécurité, citoyenneté que sont inscrits les crédits se rattachant à la culture via la promotion de la participation des citoyens à l'Union européenne. Voilà, c'est comme ça qu'il est dit, notamment par l'intermédiaire de la culture, de la diversité linguistique et du secteur de la création. Pouvez-vous nous faire part un petit peu nous parler nous donner un petit peu la part plutôt des crédits culture dans cet ensemble des crédits évalués à 15,7 milliards d'euros sur la période de 2014 et 2020. Vous avez parlé des priorités, mais la partie donc la part de culture. Et enfin, un dernier élément parce que c'est quand même d'actualité et ça soulève beaucoup de débats sur les industries culturelles. Il y a une vision, nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises à la Commission européenne, il y a une vision qui prédomine trop souvent, nous semble-t-il, au niveau de la Commission, qui est celle de la référence aux seules économies d'échelle qui permettrait l'harmonisation des marchés nationaux dont l'Europe a hérité. Cela donc traduit plutôt une vision de marché intérieur, une dimension économique vue de façon minimaliste, donc d'où je termine, Madame la Présidente, je termine ma question. Donc, une dimension économique donc, de façon minimale qui se réduit donc au traitement des industries de la culture et de l'imaginaire à une question de concurrence, concurrence interne, et je dirais, et non à une politique de valorisation et de partage de la créativité entre les États et l'exportation du cinéma européen. Et ça, c'est un enjeu important, non seulement pour la France, c'est pas la France ici qui parle, je dirais, c'est un enjeu important pour l'Europe, pour sa diversité, sa culture européenne, je dirais, et son identité européenne. Donc j'aurais souhaité, en tant que commissaire à la culture, comment vous analysez cette situation? Vous avez parlé tout à l'heure manque de souplesse que vous avez vécu vous-même au sein des institutions. Est-ce qu'on peut espérer une évolution de ce manque de souplesse, y compris dans le domaine des industries culturelles? Merci. Merci. Alors, nous avons un tout petit problème, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est que Madame la Commissaire doit partir à 18h30, que vous êtes, à part Marietta Karamanli, 10 inscrits, donc je vais vous demander d'être extrêmement court, je vais prendre tout le monde dans la foulée, et d'être extrêmement court, sinon on met le petit instrument pour 2 minutes maximum, et je pense que vous allez faire la régulation tout seul, ça sera bien plus sympathique. Monsieur Patrick Hetzel.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la Commissaire. Les objectifs que vous avez indiqués à l'horizon 2020, effectivement, sont des objectifs ambitieux, mais on ne peut que les partager. Le fait de dire que, en raison de l'évolution nécessaire des qualifications, il faudra qu'à l'horizon 2020, il y ait 40% de diplômés de l'enseignement supérieur. Sachez qu'en France, nous approchons les 50%. Très rapidement, sur quelques points de détail, mon collègue Jacques Méard, qui a dû partir, me demandait, et je le fais bien volontiers, de vous indiquer que par rapport à la diversité culturelle que vous indiquiez, il y a un point clé, c'est qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il y a un matraquage vis-à-vis de l'anglais. Il faut absolument tout mettre en œuvre pour que cette diversité culturelle puisse vivre dans les institutions européennes elles-mêmes. Alors, quant aux questions que je voulais vous poser, vous avez indiqué le projet You Multirank. C'est vrai que c'est de classification multidimensionnelle. C'est un projet important. Il a été lancé au cours de la présidence française par Valérie Pécresse. Ce que je voudrais vous demander, c'est comment vous allez faire pour convaincre les universités françaises d'aller dans ce projet. Deuxième question, vous avez aussi, au cours de déclarations et d'orientations récentes, indiqué que vous souhaitiez que se développent des alliances de la connaissance, ce que vous appelez les fameuses Knowledge Alliances, entre des universités et des entreprises. Très concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Et puis, troisième question, il y a une institution aujourd'hui qui a commencé à prendre de la place, c'est le fameux Institut européen de technologie, EIT. Donc là aussi, son objectif est de contribuer à développer des start-up au niveau européen. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous dire quelles sont les orientations que vous comptez donner à l'EIT d'ici à 2020? Voilà quelques points, évidemment très rapidement, parce que vous avez fortement insisté sur l'enseignement supérieur, et je crois que c'est effectivement un sujet que nous aurons à traiter, puisque d'ici quelques semaines, nous aurons une loi sur l'enseignement supérieur ici au Parlement, loi qui a d'ailleurs été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Je vous remercie, Madame la Commissaire. Merci. Donc, on va mettre la machine. Je suis désolée parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Sandrine Doucet. Bien, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Commissaire pour cet exposé. Je remercie aussi la Commission à la présence de Monsieur Contour pour l'accueil que nous avons eu l'autre jour à Bruxelles dans le cadre du rapport Erasmus. C'est vrai que la jeunesse a servi, hélas, de signal d'alarme par deux fois à la veille de sommet européen, au mois de décembre avec le programme Erasmus et au mois de mars aussi avec les inquiétudes concernant le chômage puisqu'il atteint 24% dans l'Union européenne. Et que le président donc, du Parlement a dit qu'il faudrait débloquer autant d'argent pour la jeunesse que l'on a fait pour les banques. Je voudrais plus précisément donc, évoquer le programme Erasmus et notamment sur l'évocation des bourses que vous avez faites au sujet des masters. J'ai quelques inquiétudes sur les garanties sur ces bourses et c'est ce qui inquiète les familles parce que ce sont elles qui vont investir donc, dans les mobilités des jeunes, sachant que dans le rapport de Madame Doris Pack, la commission du budget ne parle qu'une garantie partielle de ces prêts, enfin pas les bourses, pardon, des prêts, excusez-moi. Il y a des limites posant donc des réserves sur les garanties qui sont faites pour ces prêts. Ce qui est ressorti aussi des différentes auditions, c'est la nécessité d'avoir au plus près des étudiants, donc dans les universités, des administrations au service de la mobilité, au service d'Erasmus. Et je voudrais savoir quel peut être le rôle des agences nationales dans ce cadre-là. Et j'aurais une question donc sur le You Multirank. Je demande un petit temps de plus parce que je suis aussi à la commission éducation. Voilà, je vais simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a... La commissaire part quand même à 8 D'accord, mais juste, j'ai l'impression qu'il y a une distorsion entre ce qu'attend Madame Fioraso en parlant parmi les critères d'évaluation de la place des sciences sociales et des 4 domaines dans lesquels les universités vont être regroupées pour donner la visibilité aux étudiants qui sont plutôt tournés vers le génie mécanique, génie électrique, l'économie et les mathématiques. Il n'y a pas de place pour les sciences humaines. Voilà. Merci, vous avez peu dépassé. Alors, Madame Annie Genevard. Merci Madame la Présidente. Madame la Commissaire européenne, nous sommes heureux de vous recevoir. Et à un moment où l'Union européenne est si malmenée par la crise et même vilipendée par les opinions publiques nationales, encline à y trouver un bouc émissaire,
il est bon de pouvoir parler d'Europe sur les sujets de la culture et de l'éducation. Je voudrais faire quelques observations préalables à mes questions. Nous sortons en France d'une discussion sur la loi de refondation de l'école et je voudrais partager avec vous et mes collègues l'intérêt d'une proposition de la Commission européenne qui a consisté à assurer que tous les enseignants disposent des connaissances, attitudes et compétences pédagogiques dont ils ont besoin, attestant du fait que la qualité de leur enseignement a un effet direct sur le niveau des apprenants. Une sorte de socle de connaissances, de compétences et de culture en miroir de celui que l'on demande à l'élève et je trouve cela intéressant comme approche. Je vous poserai rapidement 3 questions, madame. Quel bilan faites-vous du programme Jeunesse en Action qui va s'achever cette année, notamment sur la question du développement de la tolérance et le renforcement de la compréhension mutuelle entre les jeunes des différents pays? Deuxième question, sur l'exception culturelle. En dépit d'un avis défavorable de votre part, de la part de Michel Barnier et du président Hollande, le commissaire au commerce Karel de Gucht a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour définir son mandat de négociation en vue d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, en y incluant l'audiovisuel. Comment abordez-vous ce débat? Et enfin, je voudrais vous interroger sur l'exception pédagogique concernant les œuvres numériques. Vous avez déclaré vouloir travailler en étroite collaboration avec les commissaires européens à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie numérique, sachant que l'emploi numérique est très porteur, afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité d'élargir l'accès à la culture et celle de rémunérer équitablement les artistes, sachant que cet équilibre est indispensable au maintien de notre diversité culturelle. En France, nous avons fait le choix d'étendre l'exception pédagogique aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit. Donc cette question nous intéresse. Il nous intéresse de savoir quelle est votre approche sur l'exception numérique. Merci beaucoup. Colette Langlade. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Commissaire, vous avez développé plusieurs thèmes, notamment en matière de multilinguisme. Vous avez dit soutenir non seulement les 23 langues officielles de l'UE, mais aussi les 60 langues régionales et minoritaires parlées dans l'Union. Vous souhaitez aussi dans ce cadre promouvoir l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge. Votre objectif est que chaque citoyen de l'UE parle au moins 2 langues étrangères en plus de la sienne. Enfin, les politiques en faveur de la jeunesse et du sport sont soutenues par un programme intitulé Jeunesse en Action qui vise à promouvoir la citoyenneté active et la tolérance chez les jeunes européens ainsi qu'à associer les jeunes à la construction de l'Union européenne. Ma question, la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive de 2010-2013 EU, va-t-elle être révisée pour prendre en compte tous les acteurs non régulés qui diffusent ou permettent la diffusion des films? Il me reste quelques minutes, Madame la Commissaire, 1 minute. Vous avez parlé aussi de l'illettrisme et vous savez que l'illettrisme est la grande cause nationale 2013 choisie par le Premier ministre cette année en France. Merci. Merci pour avoir été aussi brève. Bravo. Marcel Rogemont. Je reviens sur le mandat de négociation qui a été donné à Karel de Gucht, parce que effectivement, ça interroge les politiques qui sont menées par les différents pays de l'Union européenne et particulièrement par la France, notamment sur les quotas et les subventions qui sont accordés au secteur de l'audiovisuel. La deuxième chose, c'est que sur la rémunération des artistes et des acteurs, aujourd'hui, l'aventure numérique bouscule profondément ce dispositif. Est-ce que vous entendez, seul, avec vos autres collègues, prendre des initiatives? Je pense par exemple à la redevance pour copie privée, je pense bien sûr aux droits d'auteur. Quelles sont les initiatives que vous entendez prendre pour essayer de maintenir un dispositif de cet ordre? Enfin, troisième question. Quand on regarde un peu les différents documents qui sortent de la Commission et qui intéressent les Google, Apple et compagnie, et qu'on regarde les algorithmes qui suivent les internautes et qui déterminent après l'accès que nous allons avoir à l'information qui est diffusée par ces agrégateurs, je constate que la Commission ne parle que de consommateurs. En aucun moment, on ne parle de citoyenneté comme étant éventuellement un espace de réflexion pour la Commission. Nous ne sommes pas que des consommateurs. Merci beaucoup. Isabelle Attard. Oui, merci Madame la Présidente et merci Madame la Commissaire européenne. Tout d'abord, 2 petites remarques et ensuite 2 questions et je serai très brève. Nous sommes entièrement d'accord avec votre raisonnement. Ne pas investir dans l'éducation nous coûterait infiniment plus cher que les économies réalisées. De plus,
Effectivement, je reviens sur l'exception culturelle. En compagnie de Michel Barnier, vous vous battez pour sortir l'exception culturelle de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. J'espère que vous aurez gain de cause. Et en tout cas, tout le groupe écologiste soutient le gouvernement français sur cette question. Deux brèves questions. Quelles sont vos propositions concernant la stratégie numérique que vous voulez lancer? Où en sont les réflexions au niveau européen et que pensez-vous du modèle français de l'ADOPI ainsi que du principe de licence globale? Nous sommes dans la réflexion aujourd'hui, vous le savez certainement, avec la mission Lescure qui doit rendre ses résultats à la mi-avril. Enfin, à l'échelle européenne, nous avons un problème d'harmonisation du taux de TVA appliqué aux livres numériques, puisqu'en Suède, il représente 25% du prix de vente, 21% en Italie, 20% au Royaume-Uni. Et notre majorité compte baisser un petit peu plus ce taux pour atteindre 5,5 voire 5, puisque nous sommes en révision de tous nos taux de TVA. Qu'en pensez-vous et dans quel délai peut-on espérer un changement de ce règlement absurde? Je vous remercie. Merci. Stéphane Travert. Merci Madame la Présidente. Madame la Commissaire, je voulais vous parler des universités. Le monde de la recherche, à l'image de la société, est devenu un espace de compétition, de lutte symbolique qui incite les enseignants-chercheurs à publier de plus en plus de travaux dans des revues scientifiques, à participer à des colloques internationaux pour obtenir des prix de la communauté scientifique, prix Nobel par exemple, bref, à être reconnus par leurs pairs. Cette nouvelle forme de notation n'est pas toujours très bien accueillie par les chercheurs qui sont inquiets de cette nécessité de rendement, parfois qui est antinomique de leur travail de recherche, qui nécessite du temps et de la concentration. Aujourd'hui, c'est le classement dit de Shanghai qui sert de référence internationale, de cotation des meilleures universités à fréquenter. Et ce classement fait apparaître une surreprésentation des universités américaines, la première école française étant classée au 73e rang, et il s'agit de l'école normale supérieure. Le mode de classement Shanghai répond à différents critères, qualité d'enseignement, qualité d'institution, les publications, la taille de l'institution. Et aujourd'hui, vous proposez un nouveau classement soutenu par l'Union européenne, le U Multirank, qui a été évoqué tout à l'heure, pour évaluer les taux de performance des universités dans 5 domaines. Réputation de la recherche, la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, l'orientation internationale, le succès dans les transferts des connaissances et la contribution à la croissance régionale. Et pourriez-vous nous indiquer, Madame la Commissaire, comment avez-vous choisi ces indicateurs de performance? Qu'entendez-vous par réputation de la recherche? Et comment envisagez-vous d'évaluer le succès du transfert de connaissances? Merci. Merci. William Dumas. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Commissaire européenne de vos explications. J'ai deux questions à vous poser. Suite au Conseil européen du 8 février dernier relatif aux perspectives financières 2014-2020, pensez-vous que les plafonds de crédit qui ont été décidés en matière d'éducation et de culture vont vous permettre de faire le financement de toutes les priorités de ce secteur? Ma deuxième question, je dirais que dans cette période difficile où on a toujours tendance à raboter les crédits de la culture et de la création, ne pensez-vous pas que c'est une erreur et qu'au contraire, il faudrait les augmenter? Car ça peut être un levier important pour favoriser la croissance et l'emploi. On le constate d'ailleurs dans les villes qui ont été choisies comme capitale européenne de la culture. Et je peux vous dire, pour en faire ma propre expérience en tant que président de l'établissement public du Pont du Gard, je me suis aperçu durant les crises, que ce soit en 2008, en 2011 ou en 2012, que c'était en augmentant les budgets de la création que cet établissement public avait fait des meilleures recettes et avait bien mieux résisté que les autres structures dans cette période difficile. Merci. Merci Jean-Luc Bleven. Oui, Madame la Commissaire, merci. Je voudrais aussi redire un mot à mon tour sur la question du multilinguisme. Vous savez que la Commission affiche son ambition de soutenir non seulement les 23 langues officielles de l'Union européenne, mais aussi les 60 langues régionales et minoritaires qui sont parlées dans l'Union. Et vous savez, donc la France a signé cette charte, mais contrairement donc à une partie de ses partenaires, elle ne l'a pas ratifiée. Donc je voulais simplement que vous nous donniez votre sentiment et que vous puissiez nous dire en quoi la protection et la promotion des langues régionales et minoritaires est un enjeu fort pour la politique culturelle européenne. Merci. Merci. Et le dernier, Yves Daniel. Merci Madame la Présidente. Madame la Commissaire, la lutte contre le décrochage scolaire est une de vos priorités. Je suppose que vous connaissez le dispositif Objectif Formation-Emploi pour les jeunes décrocheurs lancé par le ministre de l'Éducation nationale français en décembre
Tout d'abord, qu'en pensez-vous? Et puis, deuxième question, pouvez-vous nous dire comment les autres pays européens prennent en charge ce problème du décrochage scolaire et comment la Commission européenne peut contribuer à le résoudre? Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Madame la Commissaire qui pense qu'elle n'a pas le temps pour répondre à toutes les questions, mais que ce qui ne sera pas fait à l'oral, si je puis dire, on aura un courrier pour compléter. Merci à vous. Je donne la parole à Madame la Commissaire. Okay, I will try to answer as many Essayer de répondre à autant de questions que possible. Je pense que plusieurs d'entre vous ont posé des questions concernant l'exception culturelle et l'exception culturelle notamment dans le cadre d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. En ce qui concerne ma position, je pense que ma position est claire. Vous la connaissez, mais comme vous le savez, les commissaires travaillent ensemble. On parle bien d'un collège de commissaires. Et donc les décisions sont prises à la majorité. Une fois qu'une décision est prise, l'ensemble des commissaires doivent l'appliquer. Cependant, personnellement, et ce que certains autres commissaires ont réussi, nous avons réussi à faire ensemble, cela a été d'inclure dans le mandat qui est adopté une confirmation du fait que nous sommes obligés, selon les traités de l'Union européenne, nous avons le devoir de protéger, de promouvoir notre diversité culturelle. C'est très clair. Et par ailleurs, comme vous le savez, nous avons aussi été acteurs dans la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la promotion et la protection des expressions culturelles. Nous avons donc clairement exprimé dans le mandat que lors des négociations, cette position de l'Union européenne devra être maintenue et promue. Et par ailleurs, j'ai voulu m'assurer du fait que pendant les discussions suivant les négociations, je pourrai participer, d'autres commissaires pourront prendre part. Donc, avant que M. De Gucht n'entame les négociations, nous allons discuter avec lui des conditions qui formeront la base de l'accord. Nous savons également tous que c'est une décision qui a été prise par le collège des commissaires. La prochaine étape sera une décision du Conseil. Ce sera la prochaine étape. Quelques mots sur l'EIT. Je n'en ai pas parlé. Vous savez que c'est un concept qui est nouveau, qui a été adopté en 2008. C'est le seul établissement qui réunit les trois parties du triangle des connaissances: la recherche, l'entreprise ou l'innovation et l'éducation. C'est la première fois que l'éducation fait partie du triangle des connaissances. Et notre but est de promouvoir l'innovation en Europe, car en Europe, nous avons la situation paradoxale où nous avons une très bonne recherche, d'excellentes entreprises, des entreprises performantes. Nous avons une éducation excellente, mais nous manquons d'innovation. Et il s'agit d'un état d'esprit. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat dont nos jeunes ont besoin, et c'est ce que vise justement l'EIT. Alors comment cela fonctionne-t-il? Cela fonctionne par le biais, par les communautés de connaissances et d'innovation qui regroupent en un cluster, regroupent la recherche, l'éducation et l'entreprise dans une région donnée et travaillent par le biais de différents centres à travers l'Europe. Par exemple, ils travaillent à présent dans 3 domaines. Dans le domaine du changement climatique, de l'énergie et des nouvelles technologies. Dans chaque domaine, ils travaillent au travers de 5 différents centres de colocation dans différentes parties de l'Europe et ils organisent des
des masters, des doctorats pour nos jeunes qui permettent aux jeunes non seulement d'étudier de manière théorique, mais aussi de travailler dans les secteurs qui collaborent avec l'établissement et d'avoir une expérience directe dans le domaine où ils travaillent. Et ils ont également la possibilité d'étudier dans l'université de leur choix au sein des différents centres en Europe où ils travaillent. Alors, puisque jusqu'à présent les résultats ont été particulièrement prometteurs, nous avons intégré l'EIT dans le programme de l'Horizon 2020 qui concerne l'innovation et la recherche. Et nous sommes également parvenus à retenir pour l'EIT la souplesse et la simplification des règles que l'industrie recherche. Et nous avons promu et proposé la création de 6 communautés de connaissances supplémentaires dans le domaine de la santé, dans le vieillissement, dans l'alimentation de l'avenir, les matières premières, la mobilité, des sociétés sécurisées et la valeur ajoutée de l'industrie. Voilà les 6 nouveaux thèmes sur lesquels nous proposons de travailler. Et à présent, nous sommes en discussion entre le Parlement et le Conseil afin de décider, selon la réduction du budget que le Conseil a décidé, il faut que nous décidions combien de KIC nous allons créer, combien de centres, 5, 6 ou 4. Donc il faut que nous soyons très précis là-dessus, car ceux qui s'y intéressent, ceux qui vont constituer les partenariats afin de mettre en œuvre ces KIC, ces centres, doivent savoir exactement dans quel domaine ils vont collaborer. L'un de vous a fait référence aux enseignants, la qualité des enseignants. Et je crois que c'est là le facteur principal d'une éducation réussie. Nous avons conclu, et cela est indiqué de manière précise dans notre communication sur le fait de repenser l'éducation, que les enseignants, la formation initiale des enseignants, mais aussi leur formation continue, sont extrêmement importants afin de garantir la qualité de l'enseignement qui est nécessaire, et notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des enfants, des élèves qui soient plus efficaces dans les nouvelles technologies que leurs enseignants. Donc, les enseignants doivent vraiment bénéficier d'une formation continue afin d'être efficaces, et s'ils parviennent à le faire, et j'en ai vu des bons exemples, ils parviennent alors à élever immédiatement le niveau d'apprentissage de leurs élèves, ainsi que la motivation, et la motivation des élèves est incontestable. On me rappelle l'heure, je suis désolé. Bon. Quelques mots sur les droits d'auteur et les droits des créateurs. En ce qui me concerne, c'est extrêmement important, et lorsque nous parlons de la numérisation, et bien sûr nous vivons dans un monde numérique, nous devons nous assurer que, d'une part, nous répondons aux besoins de nos citoyens qui ont besoin d'un meilleur accès au contenu, mais en même temps, nous devons respecter et nous assurer que nous garantissons les droits de tous les créateurs et de tous les acteurs culturels sur toute la chaîne, qu'il s'agisse d'écrivains, d'auteurs,
d'acteurs, de chanteurs, etc. Il faut que leurs droits soient protégés. Mais en même temps, il faut que nous veillions à leur donner l'accès légal au contenu, car le piratage ne peut être combattu qu'à condition de donner un accès minimum au contenu, aux jeunes. Beaucoup de vous ont parlé des langues. Évidemment, nous reconnaissons et nous soutenons non seulement les 23 langues officielles. Cette année, il y aura 24 langues avec l'adhésion de la Croatie, mais aussi les 60 langues minoritaires et régionales. Et de quelle manière? Bien sûr, nous ne traduisons pas, nous ne parlons et nous n'interprétons pas dans ces langues, mais au travers de nos programmes, nous apportons un soutien à des réseaux qui, eux, soutiennent telle ou telle minorité pour telle ou telle langue. Et nous avons de nombreux exemples de ce soutien et nous allons bien sûr continuer à le faire. Malheureusement, la seule recherche que nous avons faite jusqu'à présent sur l'enseignement des langues, l'apprentissage des langues, a démontré que beaucoup de travail reste à faire pour arriver à notre objectif de une langue maternelle plus 2 langues étrangères. Et je dois dire, et je sais que cela concerne la France, même la première langue, ce qui pour vous est l'anglais en ce qui concerne les langues étrangères, nous ne sommes pas parvenus à l'apprentissage chez 50% des étudiants. Donc il reste beaucoup de travail à faire et l'étalon pour l'apprentissage des langues et que nous allons adopter l'année prochaine, si les ministres de l'Éducation l'approuvent, nécessitera nous obliger à suivre, à veiller à ce que la première langue soit parlée de manière courante par au moins 50% des adolescents de 15 ans. Et la deuxième langue, nous devons veiller à ce que 75% des étudiants apprennent une deuxième langue. Vous voyez la différence. Première langue, 50%, et parler une maîtrise courante, et la deuxième langue étrangère, apprentissage par 75% des élèves. Donc nous espérons qu'avec ce benchmark, cet étalon, nous allons promouvoir ce principe de 1 plus 2 en ce qui concerne les langues. Je suis désolé, il est 18h30, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à davantage de questions, mais j'espère que nous aurons d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je signale à nos collègues de la culture, ça peut les intéresser, nous avons une autre forme de culture qui s'appelle la pêche maintenant.